bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. Désolé pour le petit retard. Bienvenue ce soir dans le cadre des activités de la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild. C'est une médiathèque qui a commencé à fonctionner il y a maintenant quasiment 4 ans et qui a été créée à l'initiative de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Certains d'entre vous l'ont sûrement fréquentée. Il s'agit de la plus importante bibliothèque d'études juives en Europe, puisque nous avons 150 000 ouvrages, 2 millions de documents d'archives, des centaines de manuscrits, des milliers de photographies. Et c'est une bibliothèque qui est aussi très largement consacrée à ce que fut l'histoire de l'Alliance, à ses aires d'influence, c'est-à-dire cette institution juive, la première institution juive internationale, créée en 1860 à l'initiative de jeunes Israélites français, parmi lesquels le plus célèbre d'entre eux, Adolphe Crémieux, et qui très rapidement a voulu avoir une œuvre éducative en créant des centaines d'écoles à travers le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et les Balkans. Nous sommes liés à ce réseau scolaire ici, puisque dans ce bâtiment, pendant près de 50 ans, se trouvait l'école normale israélite orientale, cette école d'instituteurs qui formait justement tous les futurs enseignants de l'Alliance et qui, pendant près de 30 ans, a été dirigée par Emmanuel Lévinas. Aujourd'hui, dans le cadre de la médiathèque, nous avons plusieurs projets, parmi lesquels, bien évidemment, la numérisation des pièces les plus importantes de nos collections, qui permettent à tous les publics de consulter ainsi des milliers et des milliers d'ouvrages, d'archives, de journaux également dans différentes langues, directement depuis Internet, sans être obligés de venir à Paris. D'autre part, depuis 3 ans, nous avons élaboré un programme culturel à travers des présentations de livres, les livres les plus récents en études juives. Nous nous efforçons de recevoir les auteurs qui publient des livres en études juives, des ciné-clubs, des ateliers, des colloques, des concerts, des universités d'été, et un cycle thématique qui nous tient particulièrement à cœur et que je suis heureux d'animer ce soir, Juifs et musulmans en terre d'islam. C'est finalement la problématique la plus importante qui couvre toute l'histoire de l'Alliance israélite universelle depuis 150 ans. Et dans ce cadre, à travers des présentations d'ouvrages, de films, des colloques, nous essayons de retracer, d'interroger ce que fut la cohabitation souvent difficile, quelquefois un peu moins tragique, entre juifs et musulmans en terre d'islam. Alors c'est un point intéressant pour nous de recevoir aujourd'hui Pierre-Jean Le Foll-Luciani, parce que l'Alliance a été très peu présente en Algérie. En effet, le principe de l'Alliance, c'était de créer des écoles primaires pour les enfants juifs, mais également aussi souvent musulmans, qui n'avaient pas accès à d'autres systèmes scolaires modernes. Or, en Algérie, depuis le décret Crémieux, les juifs avaient accès aux écoles républicaines, comme tous les petits Français. C'est pour cela que l'Alliance a finalement très peu agi en Algérie, à l'exception, de manière fort étonnante, de quelques écoles religieuses, pour le coup, des Talmud et Torah, qui ont fonctionné dans les principales villes. Mais pour la bibliothèque de l'Alliance, l'Algérie a été évidemment un sujet d'étude extrêmement important. Et je ne citerai qu'un seul exemple, un fonds d'archives que notre auteur ce soir a sûrement consulté, je sais qu'il l'a consulté d'ailleurs, le fonds Jacques Lazarus, fonds qui donne comme ça un éclairage sur une partie de la période de la guerre d'Algérie. Ce soir donc nous recevons Pierre-Jean Le Foll-Luciani avec un très grand plaisir puisque nous avions déjà eu l'occasion de l'accueillir il y a quelques mois au cours d'un colloque. Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, docteur en histoire, il nous présente aujourd'hui, c'est la première fois à Paris, un condensé de sa thèse, Les Juifs algériens dans la lutte anticoloniale, trajectoire dissidente 1934-1965. Il y a quelques années, alors qu'il était en train de préparer sa thèse, il avait publié un autre ouvrage que je vous conseille, Le camp des Oliviers. William Sporty s'entretient avec l'auteur. Je vais donc lui laisser la parole pour un premier exposé où il va nous donner ses principales conclusions de son ouvrage, avant ensuite un dialogue avec moi puis avec la salle. Je vous remercie. Alors, bonsoir. Je remercie d'abord Ariel Dalland pour l'invitation. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Alors c'est un exercice un peu particulier pour moi parce que je présente l'ouvrage devant une partie des témoins qui ont constitué le cœur de ce livre. Je les remercie beaucoup d'être ici. Leur présence me met à moitié mal à l'aise, mais je suis très content de les voir en ces lieux. Alors, je voudrais commencer
ce tour d'horizon du livre, alors je vais faire les choses forcément de manière un peu superficielle hein, par rapport à l'ouvrage, mais je vais insister sur un certain nombre de points. Mais pour commencer, je voudrais évoquer la photographie de couverture que vous avez derrière. Alors cette photographie de couverture, elle est importante pour moi, et commencer ma présentation avec cette photographie va permettre d'évoquer la diversité, ou une première diversité des parcours de ces juifs et juives d'Algérie qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre dans la lutte anticoloniale et pour l'indépendance de l'Algérie. Cette photographie représente une mère accompagnée de ses 2 enfants et de son neveu qui se promènent dans les rues d'Alger en 1947. Alors j'ai choisi cette photographie comme photographie de couverture parce qu'elle est très belle déjà, d'autre part parce que c'est l'une des rares photographies qui représentait ensemble plusieurs de mes témoins et de ceux qui s'étaient engagés pour l'indépendance de l'Algérie, parce qu'il y avait 2 femmes aussi sur cette photographie, et puis parce qu'en dehors d'un des personnages, les 3 autres n'étaient pas encartés, c'est-à-dire que ça n'a pas été des militants encartés, mais tous se sont engagés d'une manière ou d'une autre pour l'indépendance. Cette photo permet aussi d'insister sur l'enfance, sur le bain familial, qui m'a beaucoup intéressé dans l'étude des trajectoires politiques, et pas seulement, disons, les idées politiques, les partis politiques, mais aussi ce bain familial. Alors, qui sont ces personnages? On est ici en 1947, 10 années exactement avant, on peut dire, que les trajectoires des uns et des autres ne basculent. En 1956-57, du fait de la guerre d'indépendance et de leur participation à cette guerre. Au centre, on a Mireille Saïd, qui est sage-femme, née en 1911, elle a 36 ans en 1947. Elle est née de parents juifs autochtones qui sont nés en 1870, c'est-à-dire l'année même du décret Crémieux. Donc elle est elle-même née française, par filiation, citoyenne française. Elle est sage-femme, elle a une clientèle essentiellement musulmane dans la Casbah d'Alger, et elle est arabophone. Sous Vichy, en 1941, elle est interdite d'exercer, comme la plupart des sages-femmes et des médecins juifs d'Algérie, mais elle va connaître à ce moment-là, en 1941, 42, 43, une première expérience de clandestinité pour continuer à pratiquer sa profession. C'est-à-dire qu'elle va pratiquer des accouchements clandestins dans la Casbah d'Alger, auprès de ses clientes musulmanes sous Vichy. Ce n'est pas une militante. Elle n'est pas engagée dans un parti politique, elle ne milite pas à proprement parler, mais en 1956, 55-56, quand la guerre se déclare, quand la répression s'abat, elle va connaître sa seconde expérience de clandestinité, alors qu'il va consister à apporter un soutien logistique au Parti communiste algérien, au FLN à Alger, ce qui lui vaudra d'être expulsé d'Algérie en février 1957. Son fils, qui se trouve à l'arrière-plan, s'appelle Jean-Pierre Saïd. Il est né en 1933. Il a, comme beaucoup de jeunes juifs de sa génération, été exclu de l'école sous Vichy. Puis, après la guerre, il a été déscolarisé en classe de 4e. Il a exercé des petits métiers. Puis, il est devenu journaliste à Alger Républicain, qui était le principal journal anticolonialiste francophone. Il milite dans un mouvement anarchiste, d'abord. Puis, il rejoint le Parti communiste algérien, pour lequel il milite dans la clandestinité au début de la guerre d'indépendance en 1955-1956, ce qui lui vaut d'être enfermé pendant 4 années dans le camp de Lodi, donc camp d'internement à partir de 1956 et jusqu'en 1960. La petite fille s'appelle Josette Saïd, elle est âgée de 15 ans en 1957, elle est arrêtée par l'armée française pour avoir hébergé ou pour avoir été soupçonnée d'avoir hébergé des militantes clandestines. Elle est arrêtée par l'armée, elle est conduite dans un centre de torture où elle est menacée de torture et menacée de manière plus générale, elle doit quitter l'Algérie en ce début d'année 57. Enfin, le petit garçon s'appelle Pierre Ganassia, c'est le neveu de Mireille Saïd. Il est lui âgé de 17 ans en 1956, c'est un lycéen proche du FLN et il décide de rejoindre le maquis, un maquis de l'armée de libération nationale où il mourra dans un bombardement de l'armée française en février 1957. Alors c'est, de ce que j'en sais, le seul exemple connu de juif algérien qui ait rejoint le maquis, qui ait gagné le maquis à proprement parler. Alors cette photo donne un aperçu déjà d'une diversité de trajectoires politiques, alors des trajectoires qui sont très minoritaires, puisque s'intéresser aux juifs algériens qui ont participé au mouvement anticolonialiste veut dire étudier des parcours très minoritaires, c'est-à-dire celui de quelques centaines
d'individus, probablement. Mais dès le départ, mon souhait a été de ne pas appréhender ces trajectoires au regard de la norme, entre guillemets, c'est-à-dire au regard des parcours majoritaires des Français d'Algérie ou des Juifs d'Algérie, ce qui aurait pu aboutir à les considérer en quelque sorte comme des anomalies sur le plan historique. Et d'autre part, j'ai voulu me défaire d'un regard a posteriori qui, en constatant l'aboutissement de ces trajectoires, c'est-à-dire le départ de ces militants d'Algérie, aurait pu les faire apparaître a posteriori comme des trajectoires impossibles, comme des parcours impossibles. Ce que j'ai voulu dès le départ, c'est au contraire comprendre la possibilité de ces parcours, comprendre leurs possibilités, c'est-à-dire les prendre au sérieux, en les étudiant à la loupe, d'abord en les étudiant pour eux-mêmes, c'est-à-dire étudier ces parcours en eux-mêmes, pour eux-mêmes, puis pour réinterroger à partir de ces trajectoires minoritaires, c'est-à-dire par la marge, certains discours, certains récits historiques qui existaient jusqu'ici, alors sur l'Algérie coloniale de manière générale, mais aussi sur le mouvement anticolonialiste algérien en particulier. Le grand intérêt de ces individus, c'est qu'ils n'entrent pas dans les cases, à la fois les cases de l'époque, de la société algérienne, ni dans les cases des récits historiques qui ont été écrits par la suite. On peut dire qu'ils ont occupé et qu'ils occupent des positions charnières. Alors si on doit faire un tour d'horizon de leur vie, on peut dire que successivement ou simultanément, depuis leur naissance jusqu'à leur départ d'Algérie, ils ont été issus de familles qu'on peut qualifier de culturellement arabo-berbères, mais juridiquement françaises, du fait du décret Crémieux, qu'ils étaient des citoyens français, mais qu'ils ont été discriminés comme juifs, qu'ils étaient catégorisés socialement comme juifs, mais qu'ils étaient souvent communistes et athées, qu'ils étaient des Français d'Algérie, mais qu'un certain nombre d'entre eux se sont dit patriotes algériens, et puis pour certains, après l'indépendance, qu'ils étaient citoyens algériens, mais sans être musulmans, ce qui a posé des problèmes. Alors à partir de ces paradoxes ou de ces quelques éléments qui montrent qu'on a des individus qui ne sont pas dans les cases, il me semble qu'il y a des questions qui s'ouvrent sur les brèches, même réduites, qui existent dans les grandes catégories qui fondent la société coloniale ou l'ordre du monde colonial et ses grandes divisions. Alors voilà pour l'introduction, disons, générale. Pour en venir à l'ouvrage, c'est un ouvrage qui se divise en deux grandes parties. La première, c'est une réflexion sur le rapport des Juifs d'Algérie dans leur diversité à la question coloniale et à la question nationale algérienne, des années 30 jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et puis la deuxième partie de l'ouvrage, elle est consacrée aux trajectoires des individus que j'ai pu étudier de très près, donc une étude de trajectoire. Je vais revenir sur les éléments qui concernent ces deux parties, en commençant d'abord par cette réflexion générale sur la diversité des positionnements politiques des Juifs d'Algérie face à la question coloniale de l'entre-deux-guerres jusqu'à 1962. Alors cette diversité, je l'ai appréhendée en confrontant le regard des services de renseignement, services de police, renseignements généraux, etc., au regard des diverses forces politiques d'Algérie, et à ce qu'on peut connaître à travers les archives de la diversité des positionnements politiques des Juifs d'Algérie pendant cette période. Alors cette réflexion et ce dont je fais état dans l'ouvrage permet, il me semble, de rompre avec plusieurs récits historiques. D'abord de rompre avec une vision que je qualifierais communautaire de l'histoire ou une vision communautaire du monde. Alors pour faire vite, les Juifs ne forment pas un bloc politique. Ils ne forment pas un bloc politique en Algérie coloniale, pas plus qu'ailleurs. Et la supposée communauté juive est parcourue de fortes tensions politiques, socio-économiques, etc. Notamment face à la question coloniale. Par ailleurs, ce travail permet de réviser l'idée selon laquelle la nationalité française n'aurait jamais été mise en doute par les Juifs d'Algérie, qui sont souvent présentés encore aujourd'hui dans de nombreux travaux historiques comme des fanatiques de la France en bloc. Depuis que le décret Crémieux a fait d'eux des citoyens en 1870, il me semble que c'est une idée qui nécessite d'être nuancée. Et puis, dernier élément, ce travail permet de réviser l'idée d'une disjonction politique totale entre juifs et musulmans en Algérie coloniale, et de montrer que, y compris parfois parmi des notables communautaires juifs, d'autres possibles que le maintien de la souveraineté française, que le maintien de l'ordre colonial ont pu être sérieusement envisagés. Alors je voudrais ici insister sur un élément méconnu, qui est le fait qu'à plusieurs reprises au XXe siècle,
on peut dire, lors de moments clés de l'histoire de l'Algérie, des juifs qui ont par ailleurs des positions politiques modérées, revendiquent en tant que juifs l'égalité des droits avec les musulmans, voire pour certains d'entre eux la décolonisation. Alors je voudrais parler de deux moments. Le premier moment se situe pendant la Seconde Guerre mondiale et le second moment au début de la guerre d'indépendance. Alors le premier moment, pendant la Seconde Guerre mondiale et plus précisément après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, c'est-à-dire en 1942-1943. Alors si on remonte à 1940, sous Vichy, les Juifs d'Algérie sont déchus de la citoyenneté française et ils sont renvoyés au statut d'indigènes, indigènes israélites. Après le débarquement de novembre 1942, la nouvelle administration française maintient les lois de Vichy et particulièrement les lois raciales qui visent les Juifs. À ce moment-là, fin 42, début 43, des notables communautaires juifs à Alger, à Constantine, qui se considèrent et sont considérés comme des représentants des Juifs d'Algérie auprès des autorités, ces notables communautaires se rapprochent du mouvement national algérien, qui est à ce moment-là en pleine radicalisation, en pleine recomposition, avec pour objectif demander ensemble, juifs et musulmans indigènes, demander ensemble l'égalité des droits. L'égalité des droits, le statut de citoyenneté, dans ou hors de la souveraineté française. Les choses ne sont pas forcément précisées. Alors ça montre d'une part l'impact de Vichy, l'importance de Vichy, y compris sur des notables communautaires qui ont pu avoir la volonté de se rapprocher du mouvement national algérien à ce moment-là. Alors bien sûr, c'est une expérience très éphémère et qui a laissé peu de traces. C'est une expérience éphémère, mais qui me semble importante pour saisir un moment, là, 1942-43, où des choses différentes se sont jouées dans les rapports entre juifs et musulmans. Alors, je montre juste une photographie qui représente un tract, une affiche, qui, en quelque sorte, a prolongé cette expérience de 42-43 dans les années suivantes, en 1945-1947. Alors là, on a un tract, une affiche pour l'Union sémite, alors qui est une organisation éphémère, mais qui a été active donc, dans les années d'après-guerre. C'est une organisation fondée par un juif originaire de Palestine, un juif palestinien, et par des notables communautaires et religieux d'Alger, dont des personnages importants. Le responsable du principal journal communautaire juif est dans cette organisation en 1945-1947. Alors c'est quoi cette organisation? C'est une organisation qui, sur des bases religieuses et politiques, affirme l'existence d'une solidarité judéo-musulmane, alors en insistant particulièrement sur l'épisode de Vichy, en disant sous Vichy, les musulmans ont été solidaires des juifs et il faut poursuivre cela. Ça, c'est le premier élément du discours. D'autre part, c'est une organisation qui s'oppose non pas à l'émigration juive en Palestine, mais à la création d'un État juif en Palestine. Et puis, c'est une organisation qui demande l'égalité des droits pour juifs, musulmans et ceux qu'ils appellent les chrétiens en Algérie. Là aussi, expérience éphémère, mais il me semble important d'insister sur cette organisation. Voilà pour le premier moment, la Seconde Guerre mondiale et son impact. Le deuxième moment, c'est le début de la guerre d'indépendance et ce qu'on a appelé le mouvement libéral, le mouvement juif libéral au début de la guerre. Alors, par libéraux, c'est un terme qu'on emploie souvent avec plusieurs sens. J'entends le sens politique qu'on donnait en Algérie au terme libéral pendant la guerre d'indépendance. Il s'agit de groupes très minoritaires, de Français d'Algérie, qui agissent dans un cadre légal, qui condamnent la répression, qui appellent à une trêve et à des négociations avec le FLN, négociations entre gouvernement français et FLN, et qui demandent la fin du régime colonial sans forcément revendiquer l'indépendance. Alors ces mouvements libéraux, ils subissent, qu'ils soient composés d'Européens ou de Juifs d'Algérie, ils subissent plusieurs pressions qui vont venir à la fois des autorités françaises et puis de ce qu'on appelle les ultras d'Algérie qui vont leur tomber dessus dès 1956. Alors, au sein de ces mouvements libéraux, on peut dire que les Juifs d'Algérie sont surreprésentés numériquement en 1955, 56, 57, particulièrement à Alger et à Oran. Alors je montre juste ici l'affiche qui annonce la création d'un mouvement oranais qui s'appelle Fraternité algérienne, qui est créé fin 55 et qui va agir jusqu'au printemps 1956, et qui regroupe alors des musulmans, comme on dit alors, des Européens et des Juifs d'Algérie, mais avec une surreprésentation des militants juifs en son sein. Par ailleurs, à Alger, en 1956, est créé un comité des Juifs libéraux. Alors c'est un élément qui est resté très méconnu. Un comité des Juifs libéraux qui est partie prenante de la Fédération des libéraux d'Algérie. Alors c'est un mouvement qui aurait compté jusqu'à 200 adhérents
à Alger en 1956-57, probablement une vingtaine de membres actifs. Alors ça peut paraître dérisoire, mais dans le contexte de l'époque et quand on connaît la faiblesse du mouvement libéral parmi les Français d'Algérie et les risques encourus par ceux qui militaient dans ces mouvements, il me semble que ce n'est pas négligeable. Alors il y a une diversité interne à ce groupe, un comité des Juifs libéraux, mais tous sont d'accord pour ce qu'ils appellent la vocation à l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir indépendance de l'Algérie et qu'ils seront d'accord s'il y a indépendance. Dans leur discours, ces Juifs libéraux, ils insistent là aussi sur la période de Vichy, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait eu une solidarité judéo-musulmane sous Vichy. Ils insistent d'autre part sur le fait que Juifs et musulmans ont subi le racisme communément en Algérie coloniale. Et surtout, là où les Européens d'Algérie qui participent aux mouvements libéraux se savent minoritaires et ne prétendent représenter qu'eux-mêmes, les libéraux juifs sont persuadés de relayer l'opinion générale des Juifs d'Algérie. Alors il me semble que c'est une idée qui mériterait d'être creusée. Ces Juifs libéraux, en tout cas, ils cherchent à s'affirmer comme une voix légitime des Juifs d'Algérie et ils cherchent à faire en sorte que les autorités, notamment religieuses, prennent position dans le cadre de la guerre d'Algérie. Des positions qui ne viendront pas, on pourra éventuellement y revenir tout à l'heure. Alors c'est très difficile de connaître l'écho de ce mouvement, de ce comité des Juifs libéraux d'Alger, ou même de Fraternité algérienne à Oran. Cet écho, il a forcément été très atténué par le climat de la guerre, par le climat des violences de la guerre, y compris venant du FLN, à ce moment-là, dès 1956. Mais là aussi, c'est une expérience importante. Alors, ce que j'ai mis en avant ici, évidemment, ça n'épuise pas toute la diversité des positions politiques des Juifs d'Algérie pendant toute cette période, puisque évidemment, il y a eu des Juifs d'Algérie à l'OAS, il y en a eu partout, dans tous les mouvements politiques d'Algérie, mais tout ça reste peu étudié, et il me semble que ce serait très important de le faire pour rendre compte de la complexité et de l'absence de l'existence d'un bloc juif pendant la guerre. Alors voilà pour les éléments généraux, c'est-à-dire le rapport des Juifs d'Algérie à la question coloniale et ce qu'on peut en saisir à travers les archives. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'ouvrage, qui est consacrée à l'étude des trajectoires des militants dont j'ai pu suivre la vie de très près par leurs propres mots, c'est-à-dire à travers des entretiens ou à travers des récits mémoriels, autobiographiques qui avaient été publiés. Alors j'ai étudié les trajectoires de ces hommes et de ces femmes depuis leur naissance jusqu'à leur départ d'Algérie, c'est-à-dire en général jusqu'aux années 60, ou pour les plus tardifs jusqu'aux années 90, mais essentiellement les années, fin des années 60, début des années 70. J'ai suivi ces trajectoires par des écrits, donc je disais mémoriels, par des entretiens, que je cite beaucoup dans l'ouvrage. Je l'ai suivi également par les archives de surveillance, les archives de répression française, tribunaux militaires, renseignements généraux, etc. Et puis également par les archives privées que j'ai pu recueillir chez les témoins, notamment des photographies. Il y a à peu près 70 photographies qui sont publiées dans l'ouvrage et que j'ai récoltées chez les uns et les autres et qui disent beaucoup en général. Alors qui sont ces témoins que j'ai rencontrés et dont je mène l'étude de trajectoire? Ils sont au nombre de 45, dont 11 femmes. Très majoritairement, ils sont nés entre le début des années 20 et le début des années 30. La plupart ont suivi un parcours assez similaire. Ils ont été communistes, soit sous Vichy, soit juste après Vichy, dans les années qui ont suivi la guerre. Et puis ils sont passés dans le soutien au FLN, un soutien plus ou moins actif pendant la guerre d'indépendance. Alors ce parcours, il est majoritaire. Il y a à l'intérieur de ça plusieurs témoins qui n'ont pas été communistes, qui n'ont pas été encartés en tout cas au Parti communiste. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver la trace de ces libéraux, notamment, de ces libéraux juifs. Je n'ai pas réussi à trouver leur trace, de même que des anarchistes ou des trotskistes qui auraient pu, à leur manière, participer à la lutte anticoloniale. Donc une relative homogénéité sur le plan politique. La moitié d'entre eux sont d'Alger, un tiers de Constantine, un quart d'Oran, et on peut dire qu'ils sont globalement, socialement, d'origine modeste, mais qu'ils connaissent une ascension sociale du fait de leurs études. C'est-à-dire que la grande majorité d'entre eux, de ces 45, sont bacheliers, 38 d'entre eux sont bacheliers, et 28 d'entre eux font des études supérieures, ce qui va les placer dans l'élite scolaire de l'époque. Alors je consacre 8 chapitres à l'étude de leur trajectoire. Je laisse ici de côté la question de la guerre d'indépendance, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, pour plutôt évoquer ce qui se passe avant, c'est-à-dire l'enfance et puis les cheminements divers qui amènent à la dissidence politique, disons. Alors, pour évoquer l'enfance de ces témoins,
on peut dire globalement que c'est une enfance qui est, je l'ai qualifiée d'enfance juive, en ce sens que c'est une enfance qui est assez représentative des vécus des jeunes juifs d'Algérie dans l'entre-deux-guerres, et qui se distingue de l'enfance que peut vivre un jeune musulman ou un jeune européen. Je reprends les catégories de l'époque, hein, je m'en excuse, mais c'est plus simple. Une enfance juive, c'est-à-dire les juifs ont un vécu particulier en Algérie coloniale. Alors bien sûr, il y a une grande diversité dans les trajectoires familiales, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan politique. Et il y a une grande diversité aussi dans les familles, dans les rapports qui sont entretenus au fait d'être juif, au fait et à la manière d'être juif. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans leur enfance, tous et toutes ont été constamment identifiés comme juifs, soit socialement, dans la société, puis juridiquement, pendant la période de Vichy. Alors à propos de cette identification comme juif, on peut dire qu'en Algérie coloniale, le poids de la structuration communautaire, la structuration sociale communautaire, et puis d'autre part le poids de l'antisémitisme venant des Européens d'Algérie, ont deux conséquences très visibles sur l'enfance de ces jeunes juifs d'Algérie. D'abord, massivement, un jeune juif d'Algérie fréquente surtout des jeunes juifs d'Algérie pendant son enfance. Quel que soit son quartier de résidence, alors même si ceux qui vivent en quartier dit européen peuvent avoir quelques amis européens, et même si ceux qui vivent en quartier dit musulman peuvent avoir quelques amis musulmans, globalement, il y a une forme d'entre-soi, disons, dans l'enfance. Cet entre-soi concerne aussi les parents. La plupart des parents de ces témoins fréquentent essentiellement des juifs dans leurs relations amicales, ce qui marque une rupture avec la génération des grands-parents, qui bien souvent, les grands-parents, ont encore dans les années 30 des rapports quotidiens avec des musulmans d'Algérie, alors sous diverses formes, dans des lieux de sociabilité communs, etc. Là, c'est un élément qui marque un décrochage et une des conséquences du décret Crémieux, pour faire vite, ce décrochage générationnel. Deuxième conséquence, on peut dire que ces enfants, bien que citoyens français, bien que nés citoyens français, ils sont constamment identifiés et on pourrait dire racialisés comme juifs dans leurs interactions avec les autres enfants. Pratiquement tous les témoins rapportent des interactions violentes, alors des insultes ou des bagarres à fondement racial, c'est-à-dire liées à des insultes racistes. Essentiellement à l'égard des Européens d'Algérie, c'est-à-dire une conflictualité là entre jeunes enfants juifs et européens, même si cette conflictualité va aussi concerner les rapports avec les musulmans d'Algérie, particulièrement à Constantine, où il y a le poids des émeutes anti-juives d'août 1934, émeutes anti-juives menées par des émeutiers musulmans. Ces jeunes se savent donc juifs, très jeunes, quel que soit leur rapport familial à la religion, ils se savent juifs, mais on peut dire qu'ils grandissent dans des familles qui se veulent françaises. Qui se veulent françaises et qui sont investies matériellement et affectivement, on peut dire, dans un processus de francisation. Alors un processus de francisation qu'on peut définir comme l'intériorisation des normes dominantes de la société française, mais un processus qui, à mon sens, n'est pas linéaire, n'a pas non plus été unanimement souhaité par les Juifs d'Algérie et connaît finalement de grandes diversités selon les régions d'Algérie, selon les quartiers, selon les conditions socio-économiques, etc. Quoi qu'il en soit, cette francisation, elle est visible, notamment dans les évolutions, on pourrait dire, générationnelles. Alors, on montre souvent des photographies familiales des Juifs d'Algérie qui témoignent de ces bouleversements d'ordre identitaire à travers les générations. Alors, j'en projette une ici, je vais y revenir tout à l'heure. Si on prend la génération des grands-parents des témoins, ils sont globalement nés à partir des années 1860. Ils sont encore vivants dans l'entre-deux-guerres, et la plupart des enfants fréquentent donc ces grands-parents. Ces grands-parents, souvent, ne parlent pas français, ils sont arabophones, berbérophones pour certains. Ils portent des prénoms hébreux ou des prénoms arabes, ou parfois des prénoms berbères. Et on peut dire que, globalement, ils sont peu pénétrés de ces normes françaises qui tendent à s'imposer parmi les Juifs en Algérie. Ils ont peu de contact avec les Européens d'Algérie. Et ils ont souvent une proximité, alors culturelle, voire amicale, avec des Arabes ou des Berbères d'Algérie. Alors sur cette photographie, on voit ici, c'est une photographie qui date des années 1920, une photographie de mariage, où il s'agit ici des grands-parents, les plus âgés sont les grands-parents d'un des témoins que j'ai interrogés, André Bécouche. Vous avez son grand-père, en haut à gauche, qui est rabbin à Constantine,
qui est rédacteur en chef d'un journal, du seul journal judéo-arabe de l'époque, donc langue arabe mais écrit en caractère hébraïque. C'est un rabbin qui, disons, marque la transition entre les rabbins d'avant la colonisation et ceux d'après, puisqu'il est aussi francophone, il est habillé à l'européenne, on le voit ici, à la différence de sa femme. Donc son épouse qui est en haut à droite, et qui, elle, porte le vêtement local des femmes constantinoises, des femmes juives constantinoises, et qui ne s'exprime qu'en arabe. Si on passe à la génération des parents, maintenant des témoins, alors vous avez là au milieu la mère d'André Bécouche, entre ses deux parents. On peut parler, alors c'est Benjamin Stora qui a employé le terme, de génération tournant, à propos de cette génération, des parents qui sont nés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui sont à la fois toujours imprégnés de culture judéo-arabo-berbère, on peut dire, mais qui sont socialisés dans les institutions de la Troisième République. L'école, pour tous, pratiquement, et l'armée pour les garçons. Cette génération, on peut dire que massivement, et c'est ce qui apparaît à travers les témoignages et d'autres études qui ont été menées, cette génération massivement s'identifie à la France. Même pour les quelques parents qui n'ont pas été scolarisés ou qui ne parlent pas français. Il y a une identification forte à la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la France? On peut dire qu'il y a surtout une survalorisation de la France comme république. Ce que certains parents appellent la bonne France. La bonne France, c'est la France de métropole, c'est la République française, par opposition à la mauvaise France. La mauvaise France, c'est la France d'Algérie, représentée par les mauvais Français que sont les Européens d'Algérie. Survalorisation de cette France républicaine et survalorisation aussi par ses parents de la réussite scolaire chez leurs enfants. Il y a une volonté chez ces parents que leurs enfants soient de bons Français. Plus ou moins juifs ensuite, en fonction du rapport à la religion, mais l'idée, la volonté qu'ils soient de bons Français. Alors parmi ces éléments qui témoignent de cette volonté, on peut noter que la langue arabe est peu transmise à cette génération, entre celle des parents et celle des témoins. Alors sauf notamment à Constantine, alors je montre une photographie ici d'une autre famille constantinoise, alors où là on a la génération des parents, on n'a pas les grands-parents, les parents et les enfants. On est à Constantine, vous avez les femmes qui sont là aussi, qui portent le vêtement local, qui ne s'expriment qu'en arabe et qui transmettent l'arabe à leurs enfants. On est en 1920, dans les années 20-1930. À Constantine, la langue arabe est plus transmise qu'à Alger et Oran notamment. Quoi qu'il en soit, le processus de francisation, il est très fort. Il est très fort, surtout à cette génération-là. Mais cette trajectoire de francisation, trajectoire collective, on peut dire qu'elle est percutée par la période de Vichy. Alors elle est percutée à plusieurs titres, mais on peut considérer que Vichy va marquer une rupture dans les trajectoires d'un certain nombre des témoins interrogés. Alors pourquoi Vichy marque une rupture? Alors, ça peut paraître évident, mais il faut essayer de comprendre ça précisément. Alors en Algérie, la législation raciale de Vichy s'applique de 1940 jusqu'à la fin de l'année 1943. Pratiquement toutes les familles sont touchées, au minimum par le retrait de la citoyenneté française. Elles sont touchées aussi par des mesures d'ordre économique, par des mesures dans le domaine scolaire, et par un certain nombre de surenchères locales de l'administration française d'Algérie, touchées aussi par un certain sentiment d'isolement qui revient dans certains témoignages, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu peu de solidarité qui se sont manifestées pendant cette période. Alors même si un quart des témoins font état de solidarité venant de familles musulmanes, de leur entourage. Ce qu'on peut dire à propos de cette période de Vichy, c'est qu'elle va, pour faire vite, être vécue différemment selon les générations. Pour la majorité des parents, des témoins, la fin du régime de Vichy apparaît en quelque sorte comme un retour à la normale. C'est-à-dire que la bonne France qui avait disparu pendant la période de Vichy, elle est de retour, après la Seconde Guerre mondiale. Il en va autrement pour beaucoup de jeunes juifs d'Algérie, alors des jeunes qui ont subi les lois de Vichy entre l'âge de 10 et de 18 ans, c'est-à-dire à un moment charnière de leur vie et notamment de ce qu'on peut appeler leur socialisation politique. Un moment où se forge leur rapport au monde, leur sentiment d'appartenance, l'identification de qui est nous, qui est eux, etc. Puisque ces jeunes sont touchés par les discriminations, on peut dire, dans les deux hauts lieux d'investissement de leurs parents envers la France. D'abord l'école. La grande majorité des témoins sont exclus de l'école en tant que juifs en 1941-42, comme plus de 20 000 enfants juifs d'Algérie à l'époque. Et puis, pour les hommes, l'armée. Un quart des témoins, ceux qui ont plus de 20 ans parmi les hommes, sont mobilisés dans l'armée française après le débarquement allié. Mais malgré le débarquement allié, ils subissent des discriminations anti-juives au sein de l'armée française.
soit en étant regroupés dans des unités raciales, spécifiquement juives, soit en étant dans l'armée régulière, mais en étant discriminés à l'intérieur de l'armée. Alors, dans les entretiens que j'ai pu mener, plusieurs disent qu'ils sont sortis de la période de Vichy en étant perplexes ou refroidis, disons, quant à leur appartenance à la France, y compris à la bonne France. Ils vivent Vichy comme une rupture, leurs parents sans doute, et ils vivent Vichy comme une épreuve individuelle et collective qui va bouleverser leur rapport au monde et qui participe à ce qu'on peut appeler, participe au développement de subjectivités dissidentes, qui ne collent pas avec l'ordre du monde de l'Algérie coloniale. Alors en cette période de sortie de guerre, après 1943-1944, plusieurs des témoins décrivent un bouillonnement, une soif aussi politique, et des éléments qui marquent une recomposition sur le plan identitaire. Alors ces éléments apparaissent dans les témoignages, ils apparaissent aussi dans plusieurs sources de l'époque. On peut en identifier plusieurs. D'abord, un certain nombre d'entre eux affirment qu'après la guerre, ils ne supportent plus les injonctions qui viennent de leurs parents à être discrets sur le plan politique. Ce que Abdelmalek Sayad appelle la politesse, être poli sur le plan politique. C'est-à-dire plusieurs parents craignent qu'un engagement public leur fasse du tort, ce qui est classique de populations dominées ou membres de minorités, et les enfants vont refuser ces injonctions. Et puis surtout, ces enfants vont ne plus supporter, ils le disent, ils ne supportent plus cette structuration communautaire de la société coloniale et le racisme extrêmement présent en Algérie. Alors plusieurs racontent des réactions d'identification aux Algériens musulmans, eux aussi victimes de racisme, et une forme de sensibilité antérieure à la politisation, c'est-à-dire antérieure à l'engagement à proprement parler, antérieure à l'idéologisation, on peut dire, mais qui est extrêmement importante après la Seconde Guerre mondiale. Alors l'engagement, il va se faire quand il y a des organisations politiques qui vont se proposer à eux, quand il y a des grilles de lecture du monde qui vont se proposer à eux, quand il y a des idéologies qui vont se proposer à eux. Les deux principaux pôles après la Seconde Guerre mondiale d'engagement vont être le sionisme et le communisme. Alors ce qui m'a étonné au départ de ma recherche, et puis que finalement il n'est pas si difficile de comprendre, sur les témoins du projet, un quart d'entre eux ont été sionistes avant d'être. Alors ils ont été sionistes de différentes manières, mais ils ont rejoint des mouvements sionistes qui se constituaient après la Seconde Guerre mondiale en Algérie, et puis ils sont passés du sionisme au communisme. Alors ce qui pouvait être a priori surprenant, mais les deux mouvements, on peut dire, proposent aux jeunes juifs d'Algérie une remise en cause de leur trajectoire, de la trajectoire familiale. La trajectoire familiale qui est une trajectoire de francisation, d'assimilation, entre guillemets. Ils sont les produits de ces trajectoires, mais ces deux mouvements vont permettre de rompre. Alors rompre jusqu'à un certain point avec ces trajectoires de francisation. Alors à partir de l'adhésion au mouvement communiste algérien, au mouvement de jeunesse communiste, les trajectoires de ces jeunes juifs d'Algérie se confondent avec les trajectoires des communistes algériens de manière générale. Alors avec des spécificités. Ce que j'ai cherché à faire dans l'ouvrage, c'est de ne pas me focaliser uniquement sur les questions de ligne politique à propos du communisme algérien, mais aussi de s'intéresser aux pratiques des militants, au vécu des militants, et peut-être à ce qu'on peut appeler les logiques affectives qui sont en jeu dans le militantisme. Alors rapidement sur le communisme algérien, à la fin des années 40, il y a environ 20 000 adhérents au Parti communiste algérien. Il y en aura 12 000 en 1954, dont une moitié d'Algériens musulmans. Parmi les Français d'Algérie qui adhèrent au Parti communiste algérien, l'idée est admise, notamment dans les services de police, renseignements généraux, que les juifs sont nombreux. Alors est-ce qu'ils sont surreprésentés ou pas? Je n'ai pas de réponse à apporter là-dessus, mais l'idée circule qu'il y a beaucoup de juifs au Parti communiste algérien. Ce qui est sûr par contre, c'est que les juifs d'Algérie sont surreprésentés dans les organisations de jeunesse. Organisations de jeunesse et organisations d'étudiants. Là, il me semble qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que ce sont les enfants de Vichy, ceux qui ont subi les discriminations raciales, qui vont se retrouver dans le mouvement, dans les organisations de jeunesse communiste après la Seconde Guerre mondiale. Alors sur quelle base ces jeunes juifs d'Algérie adhèrent-ils au communisme après la Seconde Guerre mondiale? Sans doute la composante antifasciste, elle est évidente. L'Union soviétique, les partis communistes apparaissent comme les champions de la lutte anti-nazie après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un facteur déterminant. Mais l'autre facteur déterminant, c'est l'antiracisme,
et l'anticolonialisme qui va s'affirmer progressivement, ou qui est déjà là, chez un certain nombre de jeunes après la Seconde Guerre mondiale. Ça, on le voit à travers les meetings qui sont rapportés par la police, à travers les reportages que ces jeunes militants vont publier dans la presse communiste, qui vont se centrer de plus en plus sur la situation des colonisés, à partir de 1945-1946 surtout. Finalement, plusieurs de témoins disent qu'ils ont adhéré au Parti communiste algérien parce que c'était le seul cadre efficace possible pour un engagement anticolonialiste commun avec des Algériens. C'est-à-dire que pour plusieurs de ces jeunes, le communisme est avant tout perçu comme un anticolonialisme. Alors, ce n'est pas le cas pour tous, hein, mais c'est un élément fondamental. L'anticolonialisme est un facteur fondamental. Alors, ces organisations de jeunes et d'étudiants communistes algériens connaissent une radicalisation précoce. Dès 1946 et surtout à partir de 1950, les jeunes revendiquent l'indépendance nationale de l'Algérie, plus que le Parti communiste algérien en lui-même. Surtout, ils s'affirment algériens. Ces jeunes s'affirment algériens, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient juifs, européens, musulmans. Ils s'affirment algériens dans des textes politiques, dans des textes littéraires aussi, surtout à partir de 49-50. Alors, deux photographies ici. Alors, la première, on est à Sétif en 1946. Vous avez ici 4 militants qui se considèrent comme algériens. Si on doit donner les catégories, vous avez 3 musulmans et un juif. William Sportis, qui est le troisième, qui est donc âgé là, de 23 ans à ce moment-là, c'est un juif constantinois. Lui, il fait partie de ceux qui se revendiquent patriotes algériens. Dès cette période, 1946, il s'affirme algérien au sens national du terme. Seconde photographie, vous avez à droite, on est là à Paris. Il existe à Paris une organisation d'étudiants communistes algériens spécifique. Vous avez à droite Roland Doucan, qui est lui aussi un juif constantinois, et qui, surtout à partir de 1949-1950, publie des poèmes à contenu patriotique algérien, dans lesquels il s'identifie charnellement à la patrie algérienne. Finalement, là où on aurait pu voir l'engagement communiste comme un moyen pour les juifs de dépasser la question nationale par l'internationalisme communiste, etc., on voit que l'engagement communiste, ça va être un moyen en Algérie de s'ancrer en Algérie. Plus que de dépasser la question nationale, ça va être retomber dans une question nationale qui est la question nationale algérienne. Alors, ces proclamations d'algérianité, lorsque ces jeunes affirment qu'ils sont algériens, est-ce qu'il faut y voir un volontarisme politique? Est-ce qu'il faut y voir une proclamation qui renvoie à un vécu, à des sentiments profonds? C'est évidemment très difficile de répondre à cette question. C'est très difficile de mesurer des sentiments d'appartenance. Et tout cela va dépendre aussi. Ça va dépendre des trajectoires, va dépendre des témoins qui sont concernés. Mais on peut noter plusieurs éléments. D'abord, les mouvements communistes, les organisations de jeunesse communistes en Algérie sont un des rares espaces où vont se forger des relations politiques et amicales durables par-delà les barrières communautaires de la société coloniale. C'est un des rares espaces, le communisme algérien. On peut dire qu'au sein du Parti communiste algérien, l'ordre colonial fondé sur ces divisions, il est en quelque sorte dénaturalisé. Il est remis en cause dans les pratiques même des militants. On peut parler à ce propos d'un anticolonialisme pas seulement théorique, mais en pratique, dans les amitiés, y compris dans les amours qui peuvent naître. Alors à ce propos de photographie, la première, alors je salue Jean Bécouche ici présent, Jean Bécouche qui se trouve à gauche sur cette photographie. On est en 1952 à Paris. Jean Bécouche est à ce moment-là responsable des étudiants communistes venus des colonies. Et il a à côté de lui Amokran Ould Daoudia, qui devient à cette époque avocat algérien et qui, 7 années plus tard, sera assassiné par les services secrets français sur ordre du gouvernement français. Cette photographie témoigne bien de ces amitiés anticolonialistes par-delà les barrières de la société coloniale. Un autre exemple, cette photographie qui représente à gauche Gilberte Chemouilly, qui est une militante communiste, et à droite Bouali Taleb, membre du comité central du Parti communiste algérien, plombier. Alors, un des rares couples judéo-musulmans en Algérie coloniale. Bouali Taleb mourra au Maquis quelques années plus tard, en 1950. Il sera tué au Maquis en 1955. Alors, il est évident que ces éléments affectifs, d'ordre amical, d'ordre amoureux, jouent un rôle fondamental dans les engagements, dans l'enthousiasme qui naît des engagements et dans la consolidation aussi de ces engagements politiques. Toujours sur cette question de l'algérianité, on peut noter que
les organisations communistes, elles se pensent comme des contre-sociétés. Et les organisations communistes algériennes se pensent comme une forme réduite, une préfiguration de ce que serait une Algérie nouvelle, de ce que serait une Algérie décolonisée. Pour ces jeunes, le sentiment d'appartenance au groupe militant peut ouvrir sur un sentiment d'appartenance à l'Algérie, le groupe étant une forme réduite de l'Algérie. Alors, quelle que soit la manière qu'ils ont de se représenter l'Algérie, comme le peuple algérien, la patrie algérienne, la nation algérienne, tout va dépendre dans les textes de l'époque en fonction des locuteurs, les termes qui sont employés sont variables. Mais quoi qu'il en soit, ces jeunes vont développer une identification politique à une certaine conception de l'algérianité. Alors bien sûr, cet enthousiasme et cette identification, elles sont mis à mal quand ils se heurtent à d'autres conceptions de l'algérianité, notamment à la conception majoritaire chez les nationalistes algériens, qui est celle d'une nation arabo-musulmane ou arabe et musulmane. Et puis d'autre part, cette algérianité se heurte à l'hostilité des autorités françaises et de la majorité des Français d'Algérie. C'est une position très délicate, dès avant la guerre d'indépendance, mais qui va le devenir de plus en plus après la guerre, et pendant la guerre et après la guerre. Mais à propos de la guerre, et je terminerai là-dessus parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de cette période, on peut dire que la majorité des jeunes militants qui ont été membres des mouvements de jeunesse après la Seconde Guerre mondiale se sont engagés pendant la guerre d'indépendance, soit au Parti communiste algérien, soit au Front de libération nationale, soit dans les deux mouvements. Sur 45 témoins rencontrés, 39 participent à des actions clandestines pendant la guerre et 18 subissent la répression du fait de ces activités clandestines. Alors sur la période de la guerre, on peut dire que la question là de l'identification à l'Algérie, elle va prendre une toute autre tournure. Notamment parce que cette identification va passer par le corps. Elle va passer par le corps qui est fortement mis à l'épreuve pour ces militants pendant la guerre, dans la clandestinité, sous la torture, en prison. Il y a une identification par la chair aux Algériens insurgés, avec lesquels ils vivent jusqu'à un certain point une communauté de destin pendant la guerre, en tant que militants. Sur la guerre, on peut dire aussi que la guerre d'indépendance va être un nouveau mouvement de redéfinition sur le plan identitaire pour certains militants juifs algériens, puisque c'est une période durant laquelle des militants juifs vont se positionner explicitement en tant que juifs, vont prendre la parole en tant que juifs, ce qui était rare jusqu'ici. Alors plusieurs textes sont publiés pendant la guerre d'indépendance où ces militants vont affirmer que leur judéité est ce qui fait d'eux des Algériens, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils sont maghrébins ou c'est parce qu'ils sont maghrébins qu'ils sont juifs. Des textes dans lesquels ils remettent en cause le décret Crémieux et dans lesquels ils affirment que l'expérience de la condition juive en Algérie coloniale doit les amener, doit amener l'ensemble des juifs à condamner la guerre, et à se solidariser avec les Algériens en lutte. Alors un exemple de ces textes, cette brochure publiée par le Comité des Algériens israélites pour la négociation. Alors il y aurait des choses à dire sur l'intitulé même de ce comité, Comité des Algériens israélites, qui fait partie de ces groupes qui vont soutenir le FLN pendant la guerre d'indépendance. Alors un groupe, 5 ou 6 personnes, ici à Paris, et qui vont utiliser le référent juif, qui vont se positionner en tant que juifs sur la question de l'indépendance algérienne. Alors vous avez ici un extrait de cette brochure, alors, où on lit notamment, et on voit l'importance de la période de Vichy dans les textes qui sont écrits par ces militants juifs. À propos de Vichy, pour nous qui venions à peine d'avoir l'âge de raison en ces jours d'humiliation, ces années de jeunesse ont à jamais marqué notre vie, et c'est pourquoi nous sommes fiers de l'injure que nous jetait alors comme un opprobre. Oui, nous sommes des juifs indigènes algériens. Et après, vous n'aurez pas notre cœur contre un certificat de nationalité dont vous vous servez comme d'un couperet de guillotine. Alors ces phrases, elles ont été écrites par Claude Sixou, qui rejoint lui le FLN en 1956-1957. On voit à travers ce texte que dans le contexte de la guerre d'indépendance, la judéité est utilisée comme une arme politique. Ce qui est nouveau pour ces militants. Alors pour conclure, même pour ceux parmi les témoins qui n'ont jamais revendiqué leur judéité sur le plan politique, on peut dire que leur reconnaissance comme juifs ou leur identification comme juifs, ou à tout le moins comme non-musulmans, est resté un élément fondamental, à la fois pendant leur engagement au sein du mouvement national, puis en Algérie indépendante, avec des conséquences équivoques.
D'une part, le fait d'être identifié comme juif au sein du mouvement national, hein, ça a pu constituer une preuve qu'il était possible de construire une Algérie décolonisée par-delà les barrières religieuses, communautaires, etc. Mais en même temps, l'identification comme juif de ces militants a fortement joué dans les processus de marginalisation de ces militants au sein du mouvement national, puis dans leur exclusion du nouveau corps national en Algérie indépendante, essentiellement à partir de 1963. Et c'est cette exclusion qui va marquer le départ de la grande majorité de ces militants dans les premières années qui suivent l'indépendance. Mais je voudrais insister pour terminer sur le fait que cette histoire de marginalisation et d'exclusion n'était pas écrite d'avance. Elle n'était pas écrite d'avance, elle est liée avant tout à des rapports de force internes à la société algérienne, internes à la construction de l'État-nation algérien, et aussi internes au nouveau régime algérien. Et tous ces processus, tous ces rapports de force, il n'y a évidemment pas que les juifs, anciens militants qui en ont été victimes, mais bien d'autres Algériens, musulmans ou non, dès les premières années de l'indépendance. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé qui met donc en valeur ce livre. Alors j'aimerais revenir sur quelques points et puis pour commencer, te dire tout simplement enfin un livre d'un historien sur l'histoire de ces juifs pendant cette période. On a eu beaucoup d'écrits, mais on n'a encore jamais eu l'œuvre d'un historien sur ce sujet. Alors j'espère que tu vas continuer et donc nous écrire un livre sur les Juifs et la guerre d'Algérie dans leur ensemble. Je pense que tu auras de quoi occuper tes prochaines années de recherche. Mais là, j'aimerais revenir sur un certain nombre de points en repartant notamment de la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des Juifs d'Algérie. J'ai plus travaillé sur le Maroc. Mais ce qui est très frappant avec la période Vichy au Maroc, c'est que pour beaucoup de jeunes Juifs, c'est justement le mauvais moment où, comme l'écrit l'un d'entre eux en 1945, il s'est aperçu que finalement cet effort pour devenir français, et pour les Juifs du Maroc c'est encore plus compliqué, puisqu'en général ils n'ont pas la citoyenneté française, à de rares exceptions, cette volonté de devenir français est un échec, puisque d'abord la France les a trahis, évidemment par les règles de Vichy, même si les Juifs du Maroc ont subi de manière beaucoup moins importante la législation antisémite de Vichy, mais quand même sur certains points oui. Et puis d'autre part parce qu'ils s'aperçoivent que la France n'est plus infaillible, que la France peut être défaite comme elle l'a été en 1940, et que si elle a été défaite par l'Allemagne, elle pourrait l'être un jour par des mouvements nationalistes. Donc un réel moment de remise en cause pour les Juifs du Maroc, qui s'aperçoivent que leur choix politique depuis plusieurs générations n'est pas le bon, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce que tu disais tout à l'heure. Puis un deuxième point qui était très frappant aussi au Maroc, ce sont les rapports des commissaires de police français qui reprochent aux Juifs marocains justement d'abandonner à partir de 1943 leur discrétion légendaire, qui tout d'un coup ont des revendications politiques. Alors dans ce que j'ai pu trouver au Maroc, il s'agit avant tout de revendications liées au sionisme, le mouvement sioniste étant vraiment en expansion à partir de 1943 au Maroc. Et donc on reproche aux Juifs de ne plus être discrets, de ne plus être polis, selon le mot de tout à l'heure. Et les commissaires de police français disent que cela pose d'autant plus problème que ce sont les musulmans finalement qui supportent encore plus mal le fait que les Juifs ne veulent plus de leur statut de dhimmi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette comparaison dans les réactions pour cette période de Vichy et plus généralement après le débarquement anglo-américain? Alors, merci. Ça fait déjà beaucoup de choses. Sur la période de Vichy au Maroc, ce que tu as bien été montré aussi sur la Tunisie, à propos des Juifs tunisiens. Mais jusqu'ici, ce qui était dit de manière générale dans les ouvrages d'histoire, c'est que les Juifs d'Algérie il n'y avait pas eu le même impact, disons, de la politique de Vichy, parce qu'ils étaient français, parce qu'ils redevenaient français, et que finalement tout se remettait dans l'ordre. Moi, il me semble qu'il y a vraiment des fissures qui se produisent, pas chez tout le monde, mais qu'il y a des distinctions à faire. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Mais globalement, on a un impact avec des variations, avec des degrés, mais qui va produire des effets similaires dans les trois pays.
En ce qui concerne les rapports de police en 1943, j'ai des rapports quasi similaires à propos de l'Algérie. Alors les termes des renseignements généraux, c'est les juifs sont très excités en ce moment. Les rapports de police commencent comme ça en 1943. Les jeunes juifs sont très excités en ce moment. Ils n'écoutent pas les rabbins. Ils n'écoutent pas les rabbins qui les appellent au calme. Ils se dirigent alors soit dans les manifestations sionistes, soit dans les manifestations communistes, soit, alors ça je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais il y a une grande crainte de la police française pendant toute la période de Vichy, y compris après le débarquement, c'est ce qui est appelé la collusion judéo-arabe. Alors c'est le terme employé par la police, l'idée que juifs et musulmans fomenteraient en secret contre la souveraineté française. Ça structure les rapports de police entre 40 et 43. C'est une idée qui va disparaître par la suite, mais qui parfois ressurgit, y compris pendant la guerre d'indépendance. Des rapports de renseignement locaux faits par la police ou l'armée, qui font apparaître alors des fantasmes, sans doute, mais qui montrent bien que le regard porté par les services de renseignement sur les Juifs n'est pas le même que celui porté sur les Français. J'ai répondu à peu près ? Ouais. Deuxième question, cette fois-ci sur la période véritablement de la guerre d'indépendance, donc en plein engagement politique. Est-ce que les témoins que tu as interrogés gardent finalement des liens avec le judaïsme, avec les structures communautaires? J'ai été par exemple frappé par quelques exemples où certains d'entre eux, arrêtés, emprisonnés, vont bénéficier d'une certaine solidarité juive grâce justement aux instances communautaires. Oui, alors à ce propos, c'est Daniel Timsit l'a rapporté assez rapidement. Donc Daniel Timsit, qui était militant communiste algérien, passé au FLN, qui lui a été à la tête d'un laboratoire de fabrication de bombes pour la LN, arrêté, condamné. Alors théoriquement, on est à la fin 56. Pour ce genre d'action, c'est la condamnation à mort. Il y en a d'autres au même moment. Il est condamné à mort, et lui, la lecture qu'il fait de cette non-condamnation à mort, c'est sa judéité. Il dit, c'est parce que j'étais juif et parce que des responsables communautaires se sont manifestés discrètement, mais se sont manifestés auprès des autorités, que je n'ai pas été condamné à mort. Alors, il est impossible de vérifier cette affirmation, mais c'est ce que lui dit en tout cas. Moi, ce que j'ai pu retrouver dans les archives, c'est pour certains militants, par exemple un militant de Tlemcen, arrêté en 1956, qui va immédiatement bénéficier de la solidarité du consistoire de sa ville, qui va écrire aux autorités en disant « mais non, ce jeune est un parfait français, il ne ferait jamais ce que vous affirmez qu'il a fait ». Bon, alors qu'on peut penser que le consistoire en question sait très bien qu'il y a un militant, que ce jeune est un militant. Donc il y a des formes de solidarité comme ça qui se manifestent, disons des témoignages de moralité, on pourrait appeler ça comme ça. Après, sur le lien avec les structures communautaires, globalement, pour la majorité des témoins, ils n'en ont pas. Mais ça peut rejouer, effectivement, par ces éléments de solidarité. Je reviens à Daniel Timsit, mais Daniel Timsit, en prison, reçoit la visite régulièrement d'un rabbin qui est de Batna, à côté de la prison où il se trouve, qui vient lui donner des coupures de journaux, par exemple. Alors, ce n'est pas du tout un rapport religieux qu'ils ont, mais voilà, il y a une forme de solidarité qui se manifeste et qui montre, mais là aussi, ça mériterait d'être creusé et de regarder de plus près en fonction des lieux, qui montre qu'il n'y a pas nécessairement eu, comme on pourrait le penser, un rejet de la part de la communauté au sens institutionnel envers ces militants. Alors toujours dans le même ordre d'idées, une petite question. Tu es très frappé de voir que certains des témoins avaient d'abord commencé leur carrière politique dans des associations sionistes avant ensuite d'intégrer le Parti communiste. Justement, quelles sont leurs réactions avec la création de l'État d'Israël en 1948, mais également, alors je pense particulièrement au conflit, à la crise de Suez, parce que dans les recherches que j'ai menées par ailleurs, pour les juifs communistes en France, la crise de Suez est l'exemple même de la guerre capitaliste, colonialiste de la France, l'Angleterre et Israël contre l'Égypte, et c'est véritablement un mouvement de rejet de l'État d'Israël et de sa politique, qui se comportent comme les pires colonisateurs. Est-ce que tu retrouves le même genre de phénomène en Algérie? Alors, en ce qui concerne Suez, je vais être assez sec parce que j'ai très peu de choses. Par contre, sur la période 1947-48, donc on va dire plan de partage de l'ONU jusqu'à la création de l'État d'Israël, dans les témoignages, ça va être très variable. Parce qu'on a parmi les témoins certains qui sont sionistes à ce moment-là, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont anti-sionistes. Donc, nécessairement, il y a un panel là très, très large. Et puis, pour ceux qui sont communistes, il y a la position de l'Union soviétique, qui fluctue à ce moment-là, qui change à ce moment-là, et qui va les placer en porte-à-faux par rapport aux nationalistes, parce que les nationalistes, eux, sont hostiles à la création de l'État d'Israël.
juste alors je dévie un peu sur une anecdote, mais qui me semble assez intéressante. Un des militants que j'ai rencontré, Jacques Azoulay, a un parcours particulièrement intéressant de ce point de vue, parce que, alors, il est connu en partie parce qu'il a été, ça a été un doctorant de Frantz Fanon. Il a été son interne en psychiatrie à Blida, et il partageait avec Fanon les idées politiques anticolonialistes, ils étaient proches. Azoulay, donc militant anticolonialiste, en 1947-48, il est sioniste. Alors il est sioniste socialiste et en même temps il est communiste. Il est les deux, et il s'engage dans l'armée israélienne en 1948. En mai 1948, il part pendant un an dans l'armée israélienne. Il revient en 1949 et il adhère au Parti communiste algérien et il participe à la lutte anticoloniale en Algérie. Alors ça a été difficile pour moi, c'est une des limites des entretiens évidemment, comprendre pourquoi est-ce qu'il est revenu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté, quel avait été son regard sur ce qui se passait à ce moment-là en Palestine-Israël. Ça a été très difficile, mais je signale en tout cas l'existence de cette trajectoire qui montre la grande complexité de ce rapport au sionisme, au communisme, etc. Ouais. Encore une question, est-ce que tu perçois des différences en fonction de l'origine géographique des personnes interrogées? Globalement, Oran, Alger, Constantine, est-ce qu'il y a de réelles différences dans l'engagement politique? Alors, dans l'engagement politique, c'est difficile à dire. Par contre, dans les trajectoires familiales, c'est évident. Les Constantinois apparaissent, bon, je l'ai montré à travers une photographie, mais comme beaucoup plus indigènes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une conservation beaucoup plus importante, à la fois sur le plan religieux, sur le plan arabe, etc. Après, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les différences selon les quartiers. À Alger, on n'a pas la même expérience quand on grandit à Bab el Oued ou quand on grandit dans la Casbah, c'est évident, surtout sur le plan des communautaires, c'est-à-dire qui on fréquente, avec qui on joue, avec qui on se bat éventuellement. Donc des différences importantes que je développe, le militantisme, communiste dans les quartiers juifs. À Oran et Constantine particulièrement, c'est-à-dire comment sont reçus les militants dans les quartiers juifs, ça on a des rapports de police là-dessus, est-ce qu'ils sont bien vus ou pas, ça va dépendre des périodes. Alors, question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre parce que je sais qu'elle est complexe, mais pour parler cette fois-ci vraiment de la période de la guerre d'indépendance, quelle a été la part justement de ces militants juifs dans cette lutte pour l'indépendance algérienne? Est-ce que finalement leur action a été anecdotique ou est-ce qu'ils ont eu une réelle importance dans le mouvement en dehors de la portée symbolique? Alors c'est très difficile d'évaluer entre importance réelle, pratique, concrète, matérielle et importance symbolique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, pour ceux qui, parmi les militants, évoquent ces militants juifs, c'est la portée symbolique qui est mise en avant. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est la même chose. Et puis dernière question, parce qu'il faut quand même que je m'arrête. Est-ce que tu as pu retracer, après donc leur départ pour la plupart d'Algérie, est-ce qu'ils ont eu encore des engagements politiques marquants qui seraient liés justement à leur période algérienne? Alors les engagements politiques, ils sont variables aussi. Pour un certain nombre d'entre eux, le lien avec l'Algérie, il subsiste, mais jamais de manière exclusive. Après, vraiment, ce serait compliqué de rentrer dans les détails, mais les engagements politiques, oui, ils ont duré pour la grande majorité d'entre eux. Ceux qui étaient communistes le sont restés un moment, parfois jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup.